Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée de clôture des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation. Une journée de clôture que j'ai le plaisir d'animer. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Élodie Souris-Laverne, journaliste et responsable de l'édition Hauts-de-France du Journal des entreprises. Alors, cette journée de clôture des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation, je rappelle, ces rencontres ont commencé le 23 novembre et elles sont devenues un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent créer, entreprendre et innover dans les Hauts-de-France. Cette année, en raison d'un contexte sanitaire particulier, l'accent est mis sur la manière dont il est possible pour les entreprises de rebondir en s'appuyant sur l'innovation et sur la collaboration. Donc, au programme de cette journée de clôture, donc de nombreuses interventions d'experts issus à la fois des mondes académiques et des mondes de l'entreprise, et aussi un éclairage supplémentaire apporté par les deux ambassadeurs de cette journée qui sont Patrice Penel, le président du MEDEF Hauts-de-France, qui sera d'ailleurs avec nous durant cette table ronde, nous y reviendrons, et Corinne Molina, qui est la vice-présidente du groupe MADER. Donc, cette journée de clôture, très vite pour donner le programme, elle va s'organiser en deux temps. Donc, un premier temps qui a démarré tout à l'heure à 13h30 et qui va se terminer à 17h. Il s'agit de 3 tables rondes organisées successivement par INRIA, la SAT-Nord et la Mèche. Et à 18h, il y aura la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France. Donc, crise sanitaire oblige, ces différents événements se tiennent cette année sous format digital et ils seront disponibles en replay. Alors, j'ai le plaisir de lancer dès à présent, d'ouvrir cette table ronde, la deuxième de cette journée de clôture organisée, cette table ronde par la SAT-Nord. Nous allons apporter un éclairage sur le sujet suivant, comment les innovations issues de la recherche peuvent aider les entreprises à rebondir et surtout quels sont les financements et les moyens d'accompagnement à disposition des entreprises pour s'en saisir. Alors, pour démarrer cette table ronde, j'invite Fabrice Lefebvre, qui est le président de la SAT-Nord, à me rejoindre sur ce plateau. Fabrice Lefebvre, bonjour. Bonjour Élodie. Donc vous êtes le président de la SAT-Nord, l'organisateur de cette table ronde, et j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette table ronde et quels en sont les objectifs? En fait, en cette période de fin de deuxième vague du Covid, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui cumulent à la fois la fatigue d'une année très mouvementée et en même temps une incertitude de l'avenir. Une incertitude, 3 entreprises sur 5 ne savent pas trop bien, ont des craintes sur le financement d'ici 3 mois. Et on s'est dit pourtant, il nous semble important aujourd'hui de leur parler innovation. Parce que l'innovation est une clé du rebond. C'est une clé du rebond pour maintenir leur productivité, c'est une clé du rebond pour la souveraineté technologique française. Et il nous a semblé pertinent. Alors, ce qu'on voudrait aujourd'hui lors de cette table ronde, c'est leur donner des clés et des solutions. Alors, des clés pourquoi? Pour leur permettre de savoir comment entreprendre une collaboration avec un chercheur d'une université, d'une école d'ingénieurs, du CNRS, et voir comment, au travers de cette collaboration productive, récupérer des technologies qu'elles pourront intégrer dans leur chaîne de production, dans leurs produits, dans leurs services, et qu'elles vont pouvoir derrière commercialiser. Donc l'idée, c'est que pour ces entreprises qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, comment nouer la relation avec les chercheurs, de faire connaître des acteurs qui peuvent les aider, les accompagner, et techniquement et financièrement. Alors, l'innovation comme clé du rebond, donc ce sera donc le fil rouge de cette table ronde. Alors, avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il va y avoir dans cette table ronde des temps dédiés aux questions-réponses. Alors, j'invite le public à poser toutes les questions qu'il souhaite sur les thématiques abordées. Alors, pour cela, il va falloir utiliser l'onglet questions dans l'outil Livestorm. Alors, j'insiste, l'onglet questions et pas l'onglet chat surtout. Et donc, si vous voyez que votre question a déjà été posée, n'hésitez pas à la liker et ça la fera remonter automatiquement dans le fil. Et voilà, vous n'avez pas forcément besoin de la poser une deuxième fois. Alors, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir les différents intervenants de cette table ronde. Alors, Patrice Penel, vous êtes le président du MEDEF Hauts-de-France et aussi l'ambassadeur de cette journée de clôture. Vous êtes aussi le dirigeant du groupe industriel REG. Alors, Patrice Penel, bonjour. Bonjour. En quelques mots, rapidement, REG, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'activité de votre entreprise? Le groupe REG est un groupe industriel diversifié, donc c'est de taille très raisonnable. On est 120 personnes environ et on fait 20 millions de chiffre d'affaires. Et on a trois métiers, un métier de la robinetterie, qui est le métier d'origine du groupe. Donc
on fait de la robinetterie industrielle. On a une entreprise qui fait des convoyeurs, qui est à Louvroy. La première était à Aubourdin. SHI qui est à Louvroy, là, à côté de Maubeuge, qui fait des convoyeurs lourds avec des clients plutôt sidérurgie, on va dire. Une société qui est à Lens, qui fait des systèmes d'enroulage, qui s'appelle Hermat. Et une autre qui était également au Bourdin, qui c'est Chomeka, qui fait du séchage d'air. Merci Patrice Penel. Donc le groupe REG, une entreprise industrielle du nord de la France. Alors le prochain intervenant que j'invite à me rejoindre sur ce plateau est Nicole Dupont. Donc Nicole Dupont, vous êtes directrice scientifique événementielle innovation de l'Iliade et vous êtes aussi chargée de mission auprès des VP recherche et valorisation de la recherche. Nicole Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelle est votre mission, Nicole? Alors ma mission, elle est, je dirais, simple dans l'expression. Hein, c'est le rapprochement du monde économique, du monde académique, en créant des événements au sein de l'université. Tout ça pour stimuler, bien sûr, l'innovation. Merci. Alors, on va y revenir tout à l'heure sur votre mission. En attendant, j'accueille Régis Lemoine. Alors, Régis Lemoine est délégué régional innovation chez BPI France. Bonjour Régis, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. En quelques mots, Régis, votre rôle, c'est quoi? Alors moi, je suis donc délégué innovation. Mon rôle, c'est d'appuyer et d'animer une équipe de chargés d'affaires qui va au contact des entreprises du territoire bien sûr, pour stimuler et financer en accompagnant finalement l'innovation qui émane de ces entreprises en lien finalement avec les différents acteurs de l'écosystème qu'on a pu un peu voir. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons un dernier intervenant qui est avec nous aujourd'hui en visioconférence. Il s'agit d'Arnaud Riquier. Vous êtes directeur de l'innovation et de la performance industrielle pour la région Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez, Arnaud Riquier, nous décrire rapidement votre mission? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, désolé d'être en visio, mais en fait, on reçoit un gros client là sur la plateforme industrielle. Je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui. Donc rapidement, la direction, en tout cas d'innovation de la performance industrielle, est une équipe relativement modeste, une quinzaine de personnes au sein des équipes de la région, dont le métier est d'accompagner effectivement à l'innovation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec l'ensemble d'un écosystème régional, on y reviendra plus tard, pour sensibiliser aux apports de l'innovation dans l'entreprise, et on essaie de faire au mieux pour dérisquer la démarche. Elle représente à la fois un investissement pour l'entreprise, pas trop de certitude. Voilà. Merci Arnaud Riquier. On vous donnera à nouveau la parole tout à l'heure. Alors, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, je propose d'ouvrir cette table ronde avec une question qui occupe régulièrement le devant de la scène, en particulier dans les milieux économiques. Alors, cette question s'adresse à vous, Patrice Penel, président du MEDEF Hauts-de-France. Quel est actuellement dans les Hauts-de-France l'état d'esprit des chefs d'entreprise après 2 vagues successives de crise sanitaire? On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Évidemment que la première chose, c'est il faut absorber un choc économique qui est extrêmement violent. On n'arrête pas de le dire. C'est du jamais vu et il va falloir faire face à ça. Alors, selon le domaine d'activité dans lequel évolue l'entreprise, les problématiques sont différentes. Si vous êtes dans le domaine événementiel ou dans le domaine de la restauration, vous n'avez plus qu'à espérer que le vaccin arrive très rapidement. Sinon, ça va être encore plus compliqué. Si vous êtes dans les métiers de service ou les distributions, selon le type d'activité dans lequel vous évoluez, vous allez avoir aussi éventuellement d'ailleurs pas une baisse. Les entreprises qui étaient présentes sur le net, les entreprises commerciales qui étaient présentes sur le net, elles ont très bien passé les vagues et peut-être même elles vont même rebondir encore mieux. Après l'industrie, le bâtiment, c'est pas le bâtiment peut-être. Le bâtiment, ils ont eu un démarrage difficile au départ. Il y a eu un moment de panique sur la première vague. Aujourd'hui, elles étaient prêtes pour la deuxième vague. Aujourd'hui, elles sont peut-être moins prêtes pour 2021 parce que malheureusement, pendant cette année, il y a eu peu de projets qui ont pu déboucher avec des permis de construire qui n'ont pas été obtenus. Donc aujourd'hui, elles savent que 2021 sera une année en baisse, pas parce qu'elles n'ont pas les capacités à faire ou parce qu'il n'y a pas les financements, parce que malheureusement, les dossiers techniques n'ont pas été montés et les permis de construire pas déposés. Donc ça c'est une difficulté qu'elles vont avoir. Et les entreprises industrielles, selon leur domaine, si elles sont dans l'aéronautique ou l'automobile, c'est pas très drôle mais
L'aéronautique, elle n'a pas vidé ses carnets de commandes. Il y a juste qu'aujourd'hui, on a arrêté les chaînes parce que on sent que les clients, ils vont pas prendre les avions, mais ça va repartir quand même. Donc, il faut pas être trop pessimiste sur l'aéronautique. Je parle pas d'Air France et de Lufthansa qui ont perdu, ou d'autres, qui elles ont perdu des sommes considérables. Ensuite, il y a toute l'industrie qui met bien d'équipements comme nous, d'autres, comme ma société, ou d'autres industries, l'agroalimentaire ou la chimie. Elles ont eu une année qui est pas forcément mauvaise parce qu'elles sont entrées dans la crise avec des carnets de commandes qui étaient là, qui existaient et qu'elles ont assuré et satisfait. Et par contre, 2021, c'est beaucoup plus incertain parce que c'est tout ça, toutes ces activités-là sont liées à l'investissement. Et s'il y a pas si les clients n'ont pas les moyens, n'ont pas envie d'investir parce qu'elles sont encore trop craintives, le rebond il sera difficile. Voilà, une description comme une autre. Merci Patrice Penel. Donc on retiendra que selon les secteurs d'activité, les entreprises sont touchées de manière différente, avec quand même une grosse majorité d'entreprises touchées, certains secteurs très touchés et d'autres qui s'en sortent, et évidemment des incertitudes pour 2021. Alors Régis Lemoine, en tant qu'acteur du financement, quel est votre regard sur la situation des entreprises dans le contexte? Alors, je rebondis un peu sur ce qui était évoqué juste avant. Il est clair que pour un dirigeant, l'incertitude et le manque de visibilité, c'est une des choses les plus difficiles à gérer, puisqu'un dirigeant, son boulot, c'est justement de se projeter dans l'avenir et d'anticiper un peu toutes les évolutions économiques, réglementaires. Donc, dans le contexte, une rupture brutale comme on l'a vécu, c'est complexe. Pour autant, j'ai envie d'être optimiste. Et il y a une étude qui est parue ce matin, qui a été diligentée par BPI-France Le Lab et qui a été publiée ce matin d'ailleurs, qui se veut assez positive, puisqu'il y a plus de 70% des dirigeants qui finalement n'ont jamais pensé abandonner, ont encore envie d'avancer et se tournent vers l'avenir. Donc ça, c'est ce que je veux en retenir. Il y a que 1% de dirigeants, c'est ce qu'il en sort de cette étude, qui pensent finalement à déposer le bilan. D'ailleurs, si on regarde les chiffres de dépôt de bilan cette année, c'est assez paradoxal d'ailleurs, il y a un nombre de dépôts de bilan qui chute fortement par rapport à l'année passée. Alors, il y a certainement un effet report, avec le cash qui a été injecté par le biais du PGE notamment et par les différents acteurs de l'économie. Je pense à la région de France aussi qui a été vraiment proactive et je tiens à le souligner puisqu'on a pu déployer aux côtés de la région des mesures rapides, bien avant même que le PGE ne sorte, pour soutenir la trésorerie des entreprises. Donc il y a un effet recul, mais on va rester positif et cette étude le traduit. Je pense qu'il faut être confiant. Il y a un plan de relance important qui se met en place. Donc il y aura des moyens pour soutenir nos industries qui sont, alors je mets de côté effectivement tout le secteur de l'hôtellerie qui lui, c'est très très compliqué, mais il y a des mesures spécifiques qui arrivent et qui sont dédiées au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration d'une manière assez large, et tous les secteurs finalement vont être concernés. Et je pense que la crise finalement, c'est aussi un accélérateur de transformation et un générateur d'opportunités. Et je pense que les dirigeants l'ont bien compris et l'État et les collectivités seront en appui pour justement qu'elles puissent saisir ces opportunités. D'accord, donc je retiens cette volonté, cette note optimiste et surtout ce chiffre de plus de 70% des dirigeants qui n'ont jamais pensé à abandonner, c'est quand même pas rien. Et donc je me tourne vers vous, Arnaud Riquet, en tant qu'acteur de l'innovation pour la région Hauts-de-France, est-ce que votre ressenti est le même? Alors, je vais certainement répéter un petit peu ce qui a été dit, mais je vais faire très vite, je vous promets. Donc, c'est difficile de parler à la place des intéressés, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes. Mais je peux effectivement partager en tant que témoin pour rappeler également qu'on avait effectivement mis en place une cellule d'accompagnement au moment du premier confinement. Je rappelle, avec l'État, les de nombreux partenaires, consulaires, etc. 26 000 appels, ce qui nous a quand même permis d'avoir un petit peu des problématiques, plus le quotidien. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement une inquiétude sur l'incertitude, sur le manque de visibilité, ce qui a été rappelé. Comment je retrouve est-ce que je vais retrouver le même? Est-ce que quels vont être les niveaux de prix, etc. Et paradoxalement, une vraie combativité et en tout cas une envie de repenser les modèles au travers de leviers qui ont été apportés, comme par exemple les elles-mêmes, à savoir l'organisation du travail, la diversification. Ce sont autant de leviers pour lesquels le sujet de l'innovation, donc de la table ronde d'aujourd'hui, sont des éléments importants. Merci Arnaud Riquet. Donc je retiendrai la combativité des entreprises, leur envie de se réinventer qui colle totalement effectivement à la thématique de notre table ronde. Alors on vient d'en parler, le contexte actuel est très particulier pour les entreprises des Hauts-de-France. Patrice Penel, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment le bon moment finalement pour innover pour une entreprise ce contexte ou est-ce que ça peut amener des difficultés supplémentaires par rapport à celles qui existaient déjà quand une entreprise voulait se tourner vers l'innovation?
D'abord, le devoir d'un chef d'entreprise, c'est de se poser tout le temps la question de savoir comment il peut innover. Parce qu'aujourd'hui, la compétition dans tous les domaines, elle est très dure. Qu'il y ait une crise de Covid ou pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être un épiphénomène, le Covid. Donc, les entrepreneurs, par nature, ils cherchent à innover. C'est leur survie qui passe par l'innovation. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut dire, je commence ma carrière en faisant ça et je finirai en faisant la même chose. Donc, l'innovation est absolument essentielle. Mais la crise du Covid, elle a ouvert le champ des possibles aussi, parce que on s'est aperçu que les entreprises, tout à l'heure je parlais des sociétés qui étaient déjà sur le net commercialement, qui s'en sont très bien sorties. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'étaient pas et qui courent dans ce domaine-là. Et ça demande des innovations. Il y a des métiers où on n'avait pas pensé pouvoir le numériser. La gestion RH dans une entreprise, tous les services annexes aux entreprises, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire à distance ou les numériser. Et ça pousse les entreprises à se poser plein de questions. Et puis cette crise du Covid, il y a des métiers qui vont disparaître, pas complètement, mais on peut penser que l'automobile, on va peut-être utiliser moins sa voiture parce qu'on aura appris à travailler autrement. Et donc, il y aura peut-être moins besoin de voiture, mais il y aura peut-être d'autres besoins chez les particuliers pour mieux accompagner les travailleurs dans leur métier chez eux. Donc, il y a plein de nouveaux métiers qui vont naître. J'ai été frappé par le nombre d'innovations dont on commence à parler, qui sont liées au travail à distance. Ça c'est un sous-produit, entre guillemets, de la crise, et il faut le prendre positivement. Et l'entrepreneur, il va prendre ça positivement. Après, il y a tout le problème de la relocalisation. On s'est aperçu avec cette crise qu'il y avait un vrai problème de perte de savoir-faire, de perte qui pouvait entraver la sécurité même des Français. Et on va donc faire un effort, et les entreprises qui veulent aller dans ce chemin-là seront largement accompagnées. Dans le plan de relance, il y a plusieurs dispositions pour la relocalisation de métiers qu'il faut qu'on réintègre dans le périmètre national. Donc l'innovation est indispensable finalement pour la survie des entreprises, que ce soit à long terme ou à court terme, qu'il y ait une crise ou pas. Mais justement, quel est le regard des chefs d'entreprise sur le monde académique ? On est là pour en parler. Oui, et je vous pose la question, puisque vous côtoyez au quotidien des dirigeants. En plus, j'ai envie de répondre pour les Hauts-de-France. Oui. On a une culture d'innovation en France qui est peu développée. Vous savez, il y a ce fameux critère de convergence de Lisbonne, je pense, qui calcule l'effort R&D qui est fait par le public et le privé, ramené au PIB régional. Dans notre cas, nous, régional. On est les plus mauvais de la classe. La Corse fait pire que nous. C'est tout. On est à 1, selon les façons dont on compte, on va dire à peu près 1,2. La moyenne nationale est à 2,7 et l'Europe dit qu'il faut être au moins à 3. Mais en France, vous avez des régions, j'ai appris ça très récemment, l'Occitanie, qui n'est pas une région, on pourrait penser à elle, ils sont à 3,6 ou 3,7. Ils sont nettement au-dessus nettement de la moyenne nationale, et pourtant c'est un territoire régional. C'est pas l'État qui accapare tous les services, le CNRS, le CEA. Ils sont tous en région parisienne et ils ont peu enclin à partir en région. Mais dans Hauts-de-France, on a le public qui est faible et le privé qui est faible. Donc les entreprises, elles ont également un devoir, c'est que c'est sans doute dû à notre histoire. On était les champions de la mine au départ, et puis après l'industrie textile, et puis l'industrie chirurgie, et c'est des métiers qui sont aujourd'hui très concurrencés par les pays à bas salaire. Donc on n'est pas compétitif et on n'a pas assez investi. Les entreprises n'ont pas assez investi et l'État n'a sans doute pas non plus assez investi dans des technologies nouvelles et porteuses d'emplois pour demain. Alors, Patrice Penel, en tant que président du MEDEF Hauts-de-France, vous avez fait de l'innovation une des priorités de votre mandat. Et quelles sont, selon vous, les conditions d'un rapprochement gagnant entre le monde de l'entreprise et le monde académique ? Oui, dans cette table ronde, il y a quand même deux éminents représentants du monde universitaire, enfin, du monde de la recherche. Donc, on en reparlera sûrement, mais la SAT est un très bon exemple de lien entre le monde de la recherche et les entreprises. Il faut que chacun tende la main à l'autre. Je ne doute absolument pas que les entreprises, si elles connaissent mieux, elles vont plus facilement tendre la main.
Et les universités, elles ont la même problématique. Moi, j'ai cherché, je rencontrais, je pense, presque tous les présidents d'universités régionales. Ils ont tous cette même obligation, c'est de se rapprocher du monde de l'entreprise, parce que si elles veulent des financements, il va falloir qu'elles prouvent qu'elles sont utiles au développement économique. La région, elle accompagnera facilement des projets, des programmes, s'ils sont porteuses d'avenir, de développement économique. Donc, tout le monde les entreprises, si elles veulent se développer, elles ont besoin de recherche et de labo, et le contraire est vrai aussi. Donc, il y a tout pour que ça marche. Maintenant, il faut que ça se sache, il faut qu'on facilite ces échanges. Et cette journée, elle est aussi là pour ça. Alors, puisqu'on parle de rapprochement gagnant entre le monde de l'entreprise et le monde académique et qu'on vient d'avoir le point de vue d'un acteur économique, je vais me tourner vers vous, Nicole Dupont, pour avoir le point de vue de l'autre côté, celui du monde académique. Quelles sont, d'après vous, les conditions d'un rapprochement gagnant entre ces deux mondes? Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a des maîtres mots. Il y a la confiance, l'écoute réciproque et la compréhension. Et une fois qu'on a bien enregistré ces trois mots, il y a un autre phénomène qui intervient, c'est que la solution qui est proposée par les chercheurs, par le monde économique, doit s'intégrer facilement dans l'entreprise. Il ne faut pas qu'elle génère des coûts supplémentaires aux chefs d'entreprise, hormis effectivement l'intégration d'une nouvelle innovation. Et d'autre part, il faut que cette innovation soit, je dirais, acceptée, adoptée, comprise par les personnels de l'entreprise. Alors, à partir de là, on peut faire un pari gagnant sur l'avenir et l'innovation dans l'entreprise. Alors, l'Université de Lille a mis en œuvre sur le sujet de l'innovation des ateliers qui s'appellent les ateliers de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Alors, c'est des ateliers qui ont été créés en 2017 suite à l'ouverture du Learning Center Innovation qui s'appelle Liliane. Et c'est au sein de ce Learning Center que l'on a créé ces ateliers. Ces ateliers, on peut peut-être les décrire sur 7 étapes. Alors simplement, ce que je dirais, c'est qu'ils ont été créés avec pour cible les TPE et les PME, puisque ce sont les entreprises qui peut-être viennent moins facilement à l'université, pour plein de raisons. Et donc, ils sont ouverts néanmoins aux startups et aux grands groupes. Nous avons aussi ces structures qui viennent taper à la porte maintenant pour réaliser des ateliers. Et donc, ces ateliers sont réalisés tout d'abord avec l'appui de l'écosystème. Je travaille de façon très rapprochée avec les pôles de compétitivité de la région. Et donc, la première étape de ce processus, c'est d'identifier une entreprise, un chef d'entreprise qui serait sensible à l'innovation ou qui a fait remonter des problèmes au pôle de compétitivité. Une fois cette entreprise identifiée, on va aller avec le pôle de compétitivité, avec un chargé de projet du pôle de compétitivité, rencontrer le chef d'entreprise et on va discuter de sa problématique. Et à l'issue de ce premier échange, je vais essayer de décortiquer cette problématique, qui généralement est une problématique d'entreprise, n'est pas simple. Elle fait appel à plusieurs compétences, plusieurs disciplines scientifiques. Et une fois que j'ai essayé de cerner un peu les disciplines qu'il pouvait y avoir derrière cette problématique, je vais essayer de rechercher les compétences à l'université qui peuvent répondre à cette problématique. Donc ensuite, ce que je vais aller faire, c'est aller rencontrer le chercheur ou l'équipe et présenter cette problématique. M'assurer que c'est bien une problématique de recherche et que cette recherche, cette problématique rentre bien dans les axes du laboratoire. Une fois que tout ça c'est au vert, on peut, dans ce cas-là, déclencher programmer un atelier. Alors, quand il n'y a pas la Covid, on fait des ateliers de 18-21 heures, de façon à ce que les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs puissent facilement venir nous rejoindre à Liliane. Et durant ces ateliers, qui sont relativement confidentiels, puisque c'est l'entreprise avec quelques chercheurs, ils vont avoir une discussion ouverte sur la problématique. Si après cet échange, il y a des intérêts communs qui se dégagent, en tout cas une volonté de poursuivre l'échange, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener le chercheur dans l'entreprise de façon à ce que le chercheur puisse se rendre compte des contraintes de l'entreprise.
Et parce qu'ils peuvent être de différents ordres, hein. Ça peut être lié à un manque d'espace, et la contrainte peut être aussi liée à la température, à l'humidité, à la formation des personnels aussi. Donc, une fois que ce deuxième échange a pu avoir lieu et qu'il y a la volonté de faire entre les deux partenaires un bout de chemin ensemble, dans ce cas-là, je vais demander aux chercheurs de rédiger un projet de recherche qui pourra répondre à plus ou moins court terme à la problématique de l'entreprise. Et puis, on essaiera de chercher des financements pour pouvoir financer ce premier prototype, en tout cas pour satisfaire le besoin de l'entreprise. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur les financements, c'est que bon, je fais souvent appel au conseil régional parce qu'il a des outils qui sont très intéressants et qui répondent vraiment bien à cette problématique, en tout cas à cette suite d'ateliers. Et dont un que j'affectionne particulièrement, c'est le Starter. On va en parler tout à l'heure, effectivement, des outils de financement. Alors justement, la valeur ajoutée apportée par ces ateliers à une entreprise, c'est vraiment répondre à une problématique ou il y a d'autres choses qui émanent du travail conjoint d'un chercheur et d'une entreprise? Alors, je pense que c'est plus large, en fait. Hein. C'est que d'abord, ces ateliers, ils ont pour vocation de faire connaître aux entreprises les compétences qui existent dans une université. Hein, c'est de leur faciliter l'ouverture des laboratoires. Hein. Ces ateliers, c'est exactement ça. C'est que ils vont avoir un laboratoire qu'ils vont connaître. Ils vont connaître un chercheur, donc ils vont pouvoir avoir accès facilement au laboratoire de recherche. Ils vont pouvoir avoir accès aussi à une recherche internationale via le chercheur. Hein. Ils auront une bibliographie au top suite à ces échanges. Ils vont chercher donc l'expertise au sein de l'université. Ils pourront aussi avoir accès à des plateformes d'excellence, des plateformes technologiques d'excellence. Hein. Nous en avons 49 labellisées au sein de notre université avec des équipements de haut niveau et des compétences associées. Donc, tout ça va être, je pense, très enrichissant pour l'entreprise, même si on n'aboutit pas à un projet dans l'immédiat. Merci Nicole Dupont pour cet éclairage. Alors depuis le début de cette table ronde, on parle du rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Alors les SAT sont un des outils de ce rapprochement, on l'a bien compris, on en a parlé, mais il y a un point qu'on n'a pas évoqué, Fabrice Lefebvre, c'est quoi une SAT exactement ? Alors, la réponse, elle est dans le mot SAT. ATT, ça veut dire accélérer le transfert des technologies. Et je compléterai en disant issu de la recherche publique. Donc en fait, on a en France la chance d'avoir une très très bonne recherche publique. On est au 3e rang mondial selon le classement de Shanghai, donc très très bon. Et notre boulot, ça va être de faciliter la valorisation de la recherche. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est de créer des liens entre d'un côté les chercheurs, et de l'autre, le monde économique, les startups, les PE, les ETI et les grands groupes. Ça va être ça notre métier, et de faire en sorte que ce rapprochement puisse se faire autour d'une brique technologique, c'est-à-dire quelque chose que l'entreprise, comme disait tout à l'heure Nicole, va pouvoir s'approprier dans sa production, dans ses produits, dans ses services. Et donc, notre travail, à quoi on sert, c'est que on est un peu les primo-investisseurs de l'innovation. On est vraiment tout au début de la chaîne du financement de l'innovation. C'est-à-dire à partir du moment où un chercheur a une invention à un stade assez précoce, hein, on est, comme disait tout à l'heure Nicole, un premier démonstrateur, on a un truc très 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 basique. C'est à partir de ce moment-là que nous, on va analyser le potentiel de la technologie et on va se dire, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a un marché derrière sur lequel on va pouvoir trouver une application? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer un brevet pour protéger la technologie et on va investir. On investit à peu près 250 000 euros par projet, mais ça peut doubler, ça peut tripler. Et on va engager des personnes, ce qu'on appelle des ingénieurs maturation, qui vont faire en sorte que cette technologie soit développée jusqu'à un moment où une entreprise dira, tiens, cette technologie, elle m'intéresse, j'ai envie de me l'approprier, j'ai envie d'en avoir les droits d'application dans mon domaine d'application. Donc les SAT, il y en a 13 en France. On fait tous le même métier. Et nous, SAT-Nord, on est sur les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne et on est la filiale de valorisation de l'Université de Lille, de la plupart des universités des Hauts-de-France, des écoles d'ingénieurs et du CNRS. Donc voilà, c'est ça notre métier. Donc, pour rebondir sur vos propos, quand on est une entreprise et qu'on s'adresse à la SAT, ça facilite vraiment l'accès à la recherche publique. C'est bien ça? C'est ça. On veut vraiment faciliter les choses. On sait que c'est pas forcément évident. Les entreprises n'ont pas beaucoup le temps. Elles peuvent pas savoir qui
sur l'ensemble des compétences de recherche en Hauts-de-France, vers qui s'adresser. Nous, on va être un des acteurs qui va faire ce lien, qui va dire, bah, tiens, tel besoin, je sais qu'il y a tel chercheur à telle université qui a déjà travaillé sur le sujet, qui a peut-être quelque chose à faire avec cette entreprise. Donc, on va créer le lien entre l'entreprise et le laboratoire. Après, si une collaboration se met en place, eh bien, on va s'appuyer sur les services de l'établissement qui vont mettre en place la collaboration. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on est en train de développer vraiment de façon très, très forte, c'est ce qu'on appelle le co-développement. C'est-à-dire qu'au lieu de développer une technologie, puis à la fin, la transférer vers une entreprise, on va intégrer l'entreprise tout à fait en amont, tout à fait au départ. Au moment où on pense qu'on a une vraie pépite, on va identifier parmi les entreprises celles dont on pense qu'elle va vraiment être intéressée. Et si elle l'est, elle va travailler à nos côtés pour qu'on développe la technologie, donc quelque chose qu'elle va pouvoir derrière industrialiser, commercialiser. Donc vraiment, on va la prendre dès le début. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est que c'est nous qui allons prendre les risques financiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons investir et elle aura de son côté à mettre un peu de temps homme pour faire en sorte que effectivement la technologie avance dans le sens qu'elle souhaite pour qu'après elle puisse en assurer l'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse de plus en plus avec des startups, des PME et des grands groupes. Voilà. Et alors, pour rendre vos propos très concrets pour le public qui se compose essentiellement d'entrepreneurs qui nous suivent, est-ce que vous auriez un exemple peut-être de collaboration réussie avec une entreprise? Alors, j'en ai même 3, si vous me permettez. Oui, donc, je vais donner 3 exemples formidable. parce que c'est pour montrer un peu le champ, parce qu'on couvre vraiment toutes les thématiques. Le premier, c'est une petite société qui travaille dans la cosmétique appliquée à la santé. Et en fait, il y a une technologie, enfin des molécules qu'on appelle anti-âge, qui ont été développées par l'université Picardie-Jules Verne. Et en fait, cette société a intégré dans ses produits de vieillissement, enfin anti-vieillissement, ces molécules et elle commence à les distribuer et à les vendre. Donc, vous n'en aurez pas besoin, mais si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez, vous pouvez effectivement commander auprès de cette entreprise qui s'appelle Pharmaging. Un deuxième exemple, c'est G-Light, qui est une start-up qui vient aussi d'une technologie de l'université Picardie-Jules Verne. Là, on est dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, en fait, elle a donc les droits d'exploiter une technologie sur des électrolytes qui permettent de doubler la durée de vie de cellules photovoltaïques et qui est en train de se développer à marche forcée. Elle a eu encore la semaine dernière un trophée dans le cas des RRI, dans la catégorie transition énergétique, je crois. Donc, deuxième exemple. Et troisième exemple, là, c'est plutôt grand groupe. C'est une technologie dans laquelle on est en co-développement, co-maturation, technologie sur laquelle vous imaginez une surface vitrée et vous pouvez imaginer une goutte d'eau que vous faites évacuer dans la direction que vous souhaitez. Vous pilotez la trajectoire de la goutte d'eau. Donc comme ça a l'air complètement abstrait. Il y a beaucoup d'applications dans l'automobile, dans le ferroviaire et dans l'aéronautique. Donc voilà des exemples un peu divers pour vous montrer un peu la diversité des thématiques sur lesquelles on est. En effet. Et alors, je suppose que la SAT n'opère pas seule dans ce domaine de la collaboration entre entreprises et monde de la recherche. Quels sont les autres acteurs de l'écosystème ? Dans l'innovation, il faut jouer collectif. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'effectivement, ça se fait pas seul parce qu'on couvre un champ thématique extrêmement large et donc on peut pas prétendre avoir toutes les compétences d'expertise à la SAT. Donc, notamment pour quand on souhaite imaginer quels sont les marchés d'application d'une technologie, on va s'appuyer sur des experts qui sont dans les pôles de compétitivité, que sont les centres les centres de diffusion de technologies, les centres de ressources technologiques qui sont là avec des expertises sur différents domaines d'application. On a d'autres accompagnants également qui sont, on va dire, un petit peu en aval. Quand on transfère une technologie, il faut encore l'industrialiser. Et il y a des partenaires qui existent. Il y a notamment dans la partie du chimie du végétal, il y a Piver qui est en Picardie. Il y a également le CEATEC qui peut permettre d'aider à l'industrialisation parmi les acteurs. On a aussi des partenaires aussi dans l'écosystème qui sont là pour nous aider à identifier les entreprises qui ont des besoins. La Chambre de commerce avec laquelle nous travaillons, HDFID bien évidemment, le MEDEF avec lequel on en parlera tout à l'heure, on est en train de développer un partenariat. Et puis aussi, bien sûr, on a les accompagnants dans l'écosystème financier que sont BPI France et que sont la région. Très bien. Alors, j'avais évoqué tout à l'heure des temps dédiés aux questions et aux réponses du public. Donc, je vois qu'il y a une première question qui a été posée par le public. Je vous la lis. Et au niveau de la propriété intellectuelle, comment ça se passe? Alors, Fabrice, je pense que vous pouvez nous apporter une réponse. Oui, alors comment ça se passe? C'est très concrètement, ce qui se passe, c'est que une invention
elle est associée à une propriété intellectuelle parce que l'entreprise, quand elle va vouloir récupérer la technologie, elle veut pouvoir la développer avec des risques, sans risque de contrefaçon. Donc, elle voudra un brevet là-dessus. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est la SAT qui investit pour déposer un brevet, pour protéger la technologie et le déposer pour en sorte qu'il soit avec une, comment dire, une territorialité qui peut être la France, l'Europe, les États-Unis. Enfin, on définit avec les entreprises la territorialité. Donc, c'est la SAT qui investit et après, dans le contrat de licence qui est mis en place avec l'entreprise, eh bien, l'entreprise, après, bénéficie de ses droits en contrepartie d'un règlement à la SAT, de royalties, etc., etc. Mais la propriété intellectuelle, on la pilote de A jusqu'à Z. Et vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir des brevets hyper solides. Des brevets qui soient pas attaquables, des brevets qui soient les plus robustes possibles, comme on dit dans le jargon. Merci Fabrice Lefebvre. Alors, vous en avez dit un mot, la SAT-Nord travaille entre autres avec la région Hauts-de-France et donc la région figure parmi ces acteurs qui accompagnent les entreprises sur le sujet de l'innovation. Ça m'amène à me tourner vers vous, Arnaud Riquier. Quelles sont justement les aides qui sont mises en place par la région pour les entreprises qui souhaitent s'appuyer sur l'innovation et la recherche, les innovations issues de la recherche? J'ai bien compris. Alors, je ne vais pas forcément vous faire un catalogue, sauf à faire fuir le. Bien sûr. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est effectivement que le sujet d'innovation peut s'accompagner, pas uniquement financièrement d'abord. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une démarche qui est certes virtueuse, mais pas toujours simple à appréhender et à mettre en place. Et donc, on s'appuie tout d'abord sur, on va dire, un collectif qui nous permet d'apporter des expertises diverses et variées aux porteurs de projets, aux gens, aux entrepreneurs qui veulent diffuser, développer une action d'innovation en leur sein. Donc, on les a cités tout à l'heure, hein, les pôles de compétitivité, HDFID, les plateformes techniques, la SAT, bien évidemment, les organismes patronaux, les organismes, les fédérations professionnelles. Tous ces gens-là sont en capacité à pouvoir soit repérer les projets et les orienter, soit à les accompagner. Et ça, c'est essentiel parce que ce sujet du management de l'innovation, comme l'indiquait Fabrice tout à l'heure, c'est un sujet qui peut faire en sorte qu'un projet se fasse ou ne se fasse pas, ou ne se fasse pas bien. Alors ça, c'est un élément très important. Là-dessus, on a peut-être oublié une petite une dimension qui me semble très importante dans les logiques et les dynamiques d'innovation, c'est la dimension territoriale. Parce qu'on parle beaucoup de filières, on parle beaucoup des entreprises dans leur globalité, etc. Mais il y a effectivement un sujet très important qui est l'ancrage au territoire, parce que sur certains territoires, vous avez des dynamiques propres, vous avez une histoire, vous avez un contexte, vous avez certaines compétences qui font que, ou des réseaux d'entreprises. Et ça, c'est hyper important. Et à ce titre, la région a développé depuis quelques années maintenant, depuis 2017, un réseau régional, on va dire, d'écosystèmes d'innovation locaux, qu'on appelle des parcs d'innovation, dont le boulot, c'est de repérer des potentiels, d'accompagner des jeunes pousses, des startups, et également d'accompagner l'accélération des entreprises dites classiques, c'est-à-dire les entreprises traditionnelles qui n'ont pas forcément une habitude du sujet d'innovation et les accompagner. Ces parcs d'innovation, il y en a 14 en Hauts-de-France, c'est à peu près 500 entreprises accompagnées chaque année. Hein. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Ensuite, bien évidemment, il y a l'accompagnement financier. Sur l'accompagnement financier, on a différents dispositifs, j'y reviendrai un petit peu aussi tout à l'heure, mais on peut peut-être en citer un qui a fait ses preuves, qui est le Fonds régional recherche et innovation, qui est un fonds opéré avec la BPI, donc Régis pour en dire quelques mots s'il le souhaite, qui est cofinancé BPI Région et qui vise à accompagner des projets d'innovation, soit individuels ou soit collectifs. Là aussi, l'appréhension d'innovation, elle peut être faite de manière individuelle dans l'entreprise, mais elle peut être faite aussi en collectif avec des partenaires industriels, des partenaires académiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc là, on intervient soit en subvention, soit en avance remboursable, des taux variables en fonction, je dirais, du risque-prix, en fonction également de la taille des entreprises. Bon, alors, bien évidemment, on ne va pas faire le détail du catalogue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour toute question sur ce sujet, on répondra dans les 24 ou 48 heures. Je vais vous donner une adresse mail qui est entreprise au pluriel @hautefrance.fr. Je répète, entreprise au pluriel @hautefrance.fr. Et également un numéro de téléphone
J'ai évoqué tout à l'heure la cellule de continuité économique, mais c'est important pour les auditeurs de savoir qui appeler, qui contacter. Évidemment, ils peuvent contacter leur réseau consulaire, leurs partenaires pôle de compétitivité, leurs partenaires, leurs branches, etc. Mais on a un numéro de téléphone unique qu'on a réactivé tout récemment avec l'État et de nombreux partenaires, qui est le 03 59 75 01 00. Et là, on prendra également en charge les appels, les demandes d'information ou les demandes de précision. Merci Arnaud. Peut-être pour info, je finis là-dessus. Allez-y. Je parlais du Fonds régional recherche innovation. Pour bien concrétiser la chose, en 2020, c'est 113 dossiers accompagnés pour 31 millions d'euros d'investissement générés par les entreprises accompagnées. Voilà. Alors, on a parlé avec Nicole Dupont des ateliers de l'innovation et avec Fabrice Lefebvre de l'accompagnement des entreprises. Est-ce que vous intervenez en tant qu'accompagnement financier, enfin, voilà, dans l'accompagnement financier de ce type de programme? Alors, sur les ateliers en tant que tels, non, mais on peut y intervenir, il n'y a pas de souci. J'ai bien compris qu'on était sur des logiques aussi d'ouverture, de champ des possibles, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le collectif que j'évoquais tout à l'heure, au niveau de la sensibilisation, au niveau du partage des bonnes pratiques, au niveau de la mise en réseau. Donc, nous, on est preneurs. Je dirais, plus il y en a, mieux c'est. Alors, des fois, on coordonne un petit peu pour éviter des doublons ici ou là, mais en tout cas, ces initiatives sont importantes. Elles doivent être aussi de proximité. C'est bien de le faire, effectivement, dans les grandes polarités urbaines, etc., mais il faut aller aussi à la rencontre des entreprises sur leur territoire. Donc là-dessus, je dirais que tout est ouvert et on est preneur, en tout cas, on sera acteur de toutes les bonnes initiatives. C'est bon à savoir. Merci. Alors, une toute dernière question sur les aides de la région. Arnaud Riquier, en lien avec l'actualité, le plan de relance régionale prévoit-il des dispositifs d'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent innover? Alors, le plan de relance régional, comme vous le savez, il a été voté parmi les premiers le 30 juin dernier. L'idée était de poser les choses et d'aller très vite dans la réponse. Donc, on l'a voté le 30 juin. En résumé, à peu près 1,3 milliard. Ce plan, il est il est à prendre selon deux grandes dimensions. On l'a appelé protéger maintenant, parce qu'on est bien dans un temps aussi de protection à la fois des entreprises, des salariés et des habitants des Hauts-de-France, mais également innover pour demain, et donc de projeter les choses. Et forcément, le sujet d'innovation est un sujet important. Un seul exemple, on a lancé en 2019 un appel à projet d'innovation collaborative, c'est-à-dire donc associant soit entreprises, plusieurs entreprises ou académiques, les deux à la fois, centres techniques, etc., qui est dédié au process industriel. En fait, comment j'accompagne un collectif d'acteurs pour améliorer les procédés industriels, pour être plus compétitifs, comme l'évoquait M. Plenel tout à l'heure. Au-delà du Covid, on est quand même dans un champ très concurrentiel, et donc d'aider nos acteurs en région de France pour être encore meilleurs sur le sujet et construire en tout cas les usines de demain. Là-dessus, on a souhaité, au travers de ce plan régional de relance, de doubler l'enveloppe qui était dédiée à cet appel à projet. On faisait à peu près entre 4 et 8 dossiers par an, collectifs. On ambitionne d'en faire une vingtaine. Donc, en gros, on est passé d'1,6 million à 3,2 millions rien que sur l'année 2021. C'est des choses concrètes et c'est des choses pour lesquelles, effectivement, on a besoin de ce collectif pour relayer, pour appuyer et pour aboutir dans des dossiers très concrets pour nos entreprises. Merci Arnaud Riquier pour cet éclairage. On voit qu'il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition des entreprises. Et Régis Lemoine, je me tourne vers vous en tant que délégué innovation chez BPI France. Vous êtes vous aussi un acteur majeur de l'accompagnement et du financement des entreprises qui souhaitent se tourner vers l'innovation. Alors, quels sont les dispositifs que propose BPI France de son côté ? Alors, il y a beaucoup de dispositifs. Arnaud les a un peu évoqués tout à l'heure, puisqu'on a la chance d'avoir une région en Hauts-de-France qui est particulièrement mobilisée sur le sujet de l'accompagnement financier
de l'innovation portée par nos entreprises. Ça, c'est un vrai point positif et je souligne parce que c'est pas le cas partout, donc on a la chance d'avoir ce partenariat-là. Je vais pas faire le catalogue de ce qu'on peut faire ou pas chez BPI France sur le plan de l'accompagnement en innovation. Je vais segmenter globalement. Il y a vraiment l'accompagnement des projets de R&D. C'est-à-dire une entreprise, quand elle décide d'innover, c'est stratégique, on l'a vu, il y a un gros enjeu. C'est l'innovation d'aujourd'hui créera la valeur et la dynamique de croissance de demain, clairement. Pour cela, on peut partager ce risque. Enfin, la vocation de BPI France aux côtés de la région, c'est de partager le risque financier que l'entreprise prend quand elle lance un projet d'innovation, parce que par définition, quand on lance un projet, on n'a jamais de certitude. Il y a une zone de risque. Alors, il y a l'accompagnement qui est essentiel et qui est opéré sur le plan opérationnel par d'autres partenaires. Et le pendant, c'est un besoin financier qui va en découler. Et ce risque-là, on le partage avec l'entreprise à des intensités plus ou moins différentes selon effectivement l'ambition du projet et la maturité de l'entreprise qui le porte. Est-ce qu'on parle d'une start-up? Est-ce qu'on parle d'une PME, d'une ETI? Voilà, on va calibrer notre aide en fonction de ces différents paramètres. Et après, on ne fait pas que de l'innovation purement technologique. Alors là, on a de l'ambition avec, et j'y reviendrai peut-être après, le plan Deep Tech qui est de faciliter aussi d'un point de vue financier le transfert de technologie qui vient des universités publiques, privées, vers le monde de l'entreprise. Et ce plan Deep Tech, nous, on pense qu'en tout cas, il est d'autant plus pertinent qu'il soit opéré par des startups. Enfin, pour les grosses technologies, les startups ayant une agilité un peu plus aisée que ne peuvent l'avoir des entreprises déjà plus matures, plus installées. Mais on finance bien sûr aussi l'innovation portée par ces entreprises un peu plus matures, un peu plus solides, qui peuvent avoir une ambition technologique d'ailleurs. Et on a les moyens finalement d'accompagner toute cette chaîne de l'entreprise, donc de la start-up à la PME, à l'ETI, quelle que soit l'ambition de son projet, on a les moyens financiers de l'accompagner donc sur ces enjeux de R&D. Et juste pour compléter, au cas particulier des startups qui présentent quand même des modèles d'accès au marché un peu différents et des besoins de cash aussi un peu plus importants, on a également des solutions dédiées, là encore aux côtés de la région, et qui sont déployées pour répondre à ces besoins spécifiques des startups. Les startups ayant parfois aussi à opérer des levées de fonds qui sont assez structurantes dans leur vie, on a les moyens d'accompagner ces levées de fonds, typiquement. Vous voyez, donc des besoins spécifiques qui seront adressés de manière complémentaire à cette phase de R&D qu'on accompagne sur toutes les strates d'entreprise. Alors, vous avez parlé de la deep tech. Est-ce que ça concerne que les startups? C'est un peu l'image qu'on a parfois en tête, ou est-ce qu'au contraire, les PME, les ETI, les groupes sont vraiment concernés? J'ai envie de dire que toutes les entreprises sont concernées. C'est sûr qu'on délivre des moyens spécifiques pour les startups parce qu'encore une fois, on pense qu'elles sont plus agiles et plus à même de relever des défis parfois technologiquement très lourds. Puisque un projet Deep Tech, finalement, c'est quoi? C'est l'innovation de rupture, la Deep Tech. C'est donc cette innovation qui vient des labos, qui se transfère à l'entreprise. Il y aura du fait des verrous technologiques, ça va prendre du temps. Qui dit ça prend du temps, ça va supposer qu'il y ait du cash qui soit apporté. Mais néanmoins, une fois qu'elle sera sur le marché, cette innovation, elle sera très différenciante, très créatrice de valeur, donc on pense qu'elle est essentielle. Mais tout ça pour dire que finalement, toute entreprise peut se lancer là-dedans avec des réponses et des aides qui seront dédiées. Mais on pense fondamentalement que les grosses innovations technologiques, elles sont peut-être un peu plus simplement appréhendées par les startups parce que plus agiles. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les aides de BPI France peuvent aller de pair avec l'accompagnement de la SATNOR? Bien entendu, et je pense que c'est assez complémentaire. Donc, je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Encore une fois, si l'entreprise a tout ce qu'il faut en interne en termes de compétences humaines pour lancer son projet d'innovation, très bien, on peut nous s'y engager sur le plan financier sans nécessairement qu'il y ait d'accompagnement. Mais je pense que ça reste une part très minime des entreprises et je recommande hautement un accompagnement opérationnel d'acteurs comme la SAT, clairement. Alors, Fabrice Lefebvre, un mot sur le sujet. Comment est-ce que vous travaillez avec BPI France, justement? On travaille en complémentarité. Je pense que ce qui est très très bien et ce qui se met en place maintenant dans la région de France, c'est vraiment un continuum d'accompagnement des entreprises qui veulent se lancer dans l'innovation. Entre les aides starter qui aident notamment à des entreprises de se lancer dans les ateliers d'innovation avec Nicole, starter, nous on prend le relais derrière en mettant en place la comaturation dont on a parlé. Puis un petit après, au niveau de l'industrialisation, BPI prend son rôle. BPI accompagne après les startups. On a un cas récent sur lequel on a bossé tous les deux. On se passe le relais, là-dessus pour effectivement que l'entreprise puisse continuer à voir porter une partie du risque, parce que c'est une innovation de rupture, par un acteur qui est en l'occurrence BPI France. Donc on travaille vraiment en complémentarité étroite. Merci à vous deux. Alors, je vous propose de prendre quelques questions du public. Je ne sais pas s'il y en a. Je vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, que vous pouvez le faire dans l'outil Livestorm en utilisant l'onglet questions. Et on y répondra avec plaisir. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, écoutez, je pense qu'on va vous laisser quelques secondes. On pourra... Ah, si, je vois une question. Alors, elle apparaît. Je vous demande un petit peu de patience.
Ah non, il n'y a pas de questions. Donc bon, voilà, excusez-moi. Donc on va passer à la conclusion de cette table ronde. Alors de nombreuses choses ont été dites sur la manière dont les entreprises peuvent se servir de l'innovation pour rebondir et sur les dispositifs d'accompagnement et de financement qui existent. Patrice Penel, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Je voudrais d'abord compléter peut-être un petit peu quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le premier financeur de l'innovation en France, c'est Crédit d'impôt recherche. À lui tout seul, il pèse aussi lourd que tous les autres dispositifs existants. C'est l'ordre de grandeur, c'est ça. 6 milliards et demi, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très facile. Donc, aujourd'hui, l'entreprise qui a envie d'innover, sans formalisme aucun, elle peut déjà monter des dossiers et se les financer. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entrepreneur il ait envie. S'il a envie, on trouvera toujours des solutions. On a parlé tout à l'heure un petit peu du Cevatec, qui est quelque part un poil à gratter qui est venu dans la région pour montrer que faire du rapprochement avec les universités était possible. Et je pense que ça a été un élément déclenchant aussi pour les universités régionales pour s'apercevoir que, après tout, avec un acte commercial, on peut avancer, développer le territoire tiré par l'innovation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et la crise, elle oblige le chef d'entreprise à se remettre en cause. Donc, on est dans une phase, me semble-t-il, très, très favorable, où il faut que le chef d'entreprise, il y aille maintenant, il faut y aller. On a expliqué tous les dispositifs qui existaient. Il y en a certainement encore d'autres qui ne sont pas présents aujourd'hui, dont on n'a pas parlé. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut faire. Et la technologie évolue vite. Et on a plein d'idées. Enfin, je suis persuadé. Alors, pour concrétiser tout ce qui a été dit, ces dispositifs, tout ce qui a été dit aujourd'hui, il y a une convention qui est en préparation aussi, je crois, entre le MEDEF Hauts-de-France et la SAT-Nord. C'est bien ça? Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Je commence, Fabrice. Oui. Moi, ça fait à peu près 1 an que Fabrice et moi nous connaissons. Et j'ai trouvé que je ne connaissais pas les SAT avant. Donc, c'est aussi à l'occasion de réunions comme celle-ci qu'on peut les découvrir. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant et très, très utile. Fabrice, il a à la fois la vision de chef d'entreprise et celle du chercheur. Lui tout seul, il a les deux visions et donc c'est un excellent lien. Et franchement, la SAT est un outil merveilleux pour prendre la main universitaire et prendre la main de chef d'entreprise pour qu'ils se rencontrent. Et donc on a pensé que, Fabrice et moi, que ce serait intéressant d'afficher cette conviction, cette foi que nous avions, en essayant d'être le plus concret possible, en essayant de fixer des objectifs quantifiés, de se dire il faut absolument que nous arrivions à créer des partenariats qui vont être fructueux d'un point de vue économique. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est le fruit d'une rencontre il y a 1 an. Effectivement, on a commencé à parler ensemble quand on était en mission ensemble, mission Learning Expedition. Et donc, c'est de là qu'est venue effectivement l'idée de dire comment on peut bosser ensemble et comment avec le MEDEF, effectivement, on peut, de aux côtés de la SAT, et je remercie vraiment Patrice d'avoir vraiment appuyé cette démarche-là, parce que je suis ravi qu'on puisse bosser ensemble là-dessus et avec ses équipes, de manière à ce que plus d'entreprises qui souhaiteraient, qui savent pas à nouveau comment forcément s'y prendre, mais on puisse les accompagner. Vraiment, on va les accompagner dans leur démarche d'innovation. Si l'envie est là, comme tu disais, Patrice, qu'on puisse faire notre métier en complémentarité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des autres acteurs, parce qu'à nouveau, on n'est pas tout seul. Nicole a parlé du rôle qu'elle peut jouer. Donc, à nouveau, il y a une chaîne d'accompagnement qui, à la fois technique et financière, qui est présente. Donc, on va mettre ça en place. Merci beaucoup à vous deux. Il est donc temps de clore cette table ronde. Merci à tous nos intervenants pour leur présence, leur disponibilité, la richesse des échanges de la journée. Je rappelle que cette table ronde va être disponible en replay et je vous invite à nous rejoindre dans quelques minutes pour une autre table ronde organisée dans le cadre de cette journée de clôture organisée par la Mèche. Elle présentera les clés d'une collaboration réussie entre les chercheurs et les acteurs socio-économiques. Et à 18h, je vous invite également à suivre la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France. Merci.